Alors bonjour à tous. Ce matin avec nous Laurent Lévy, le président du directoire de Nanobiotics. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez dresser un petit peu votre portrait, qui vous êtes? Est-ce que vous avez fait des études de médecine? Et est-ce que vous faisiez avant de créer Nanobiotics? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurent Lévy. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille, et même un peu plus, dans la nanotechnologie. C'est par là que j'ai commencé, en étant physicien d'abord. Et après, je me suis orienté vers la nanomédecine, qui était à l'époque une science relativement récente, toute nouvelle. Donc, après certaines étapes de recherche, je me suis orienté plutôt vers l'industrie, en revenant travailler en France, notamment chez Altran Technologies, où j'ai essentiellement, pour l'industrie pharma, la biotech et d'autres sociétés de ce type, travaillé comme consultant. Et depuis 2003, on a créé cette entreprise Nanobiotics qui est spécialisée dans la nanomédecine. Alors justement, on peut expliquer ce que c'est que la nanomédecine en des termes simples pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, quand on essaie de traiter un patient ou de le diagnostiquer, on a deux approches principales. On peut utiliser des outils physiques, comme des scalpels, des IRM, des scanners, et on va générer un effet physique sur le patient pour essayer de le soigner ou de le diagnostiquer. Et de l'autre côté, vous avez toute l'industrie des médicaments, la pharma et la biotech, qui, avec des toutes petites molécules, vont essayer d'interagir avec le corps, et ce, à l'échelle de la cellule et même inférieure. Et ce sont deux mondes qui sont complètement séparés, la medtech, la biotech et la pharma. Et de la nanomédecine, c'est un petit peu un monde à part. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est situé entre les deux. On peut fabriquer des éléments qui sont aussi petits que des molécules, aussi petits que des médicaments, mais à qui on va demander de faire des choses physiques. Vous pouvez prendre des particules. Qu'est-ce qu'une particule? C'est un objet qui va être tout petit. Si vous prenez le diamètre de votre cheveu, ces objets, il faut en mettre 3000 pour traverser le diamètre de votre cheveu. Eh bien, on peut donner des fonctions à ces objets. On peut leur demander de tourner, de couper, de chauffer, et ce, à l'intérieur d'une cellule. Donc, au-delà d'être complètement innovant, ça permet d'avoir des nouvelles approches thérapeutiques et diagnostiques et d'ouvrir de marchés complètement nouveaux qui n'existent pas aujourd'hui ni dans la medtech ni dans la pharma. Alors Nanobiotics se situe sur quel créneau, quelle maladie vous voulez soigner? Donc, on a commencé par, et c'est notre objectif, soigner une partie des cancers et à travers la radiothérapie, qui aujourd'hui est un outil très largement utilisé. Plus de 60% de tous les patients qui ont un cancer vont recevoir de la radiothérapie. Et notre objectif, c'est d'améliorer, d'augmenter l'efficacité de cette radiothérapie pour beaucoup de ces patients. Alors à terme, est-ce que vous pourriez couvrir d'autres maladies? Est-ce que le champ de l'entreprise est appelé à se développer? Alors, évidemment qu'on peut aller au-delà avec la nanomédecine, et ça fait peut-être partie de nos plans futurs, mais aujourd'hui, on a un axe de développement très focalisé sur cette première intention qui est de soigner une partie de ces cancers qu'on ne peut pas soigner aujourd'hui. Pour revenir à la nanomédecine, quel est le stade de maturité de cette industrie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment efficace aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'améliorer le sort du patient? Alors, il y a déjà quelques produits de nanomédecine de première génération qui sont sur le marché. Nous, on développe des produits de deuxième génération où la nanomédecine est à 100% dans la valeur du produit. Et on voit que l'industrie pharmaceutique commence à se pencher sur le sujet puisqu'il y a eu plusieurs deals, plusieurs contrats industriels qui ont été passés avec des sociétés comme GSK, AstraZeneca, Amgen et d'autres qui commencent à racheter des assets de nanotechnologie. Et vous avez pu voir il y a quelques semaines aussi que Google a annoncé qu'il se lançait dans la nanomédecine pour le diagnostic précoce de certains cancers ou d'autres maladies. Donc c'est vraiment une industrie en pleine explosion et ça ne va pas s'arrêter dans les années à venir. Alors quel va être précisément le bénéfice pour le patient? Est-ce que ça veut dire une durée de vie qui va être plus longue? Est-ce que ça va être un traitement qui va être allégé? Alors l'objectif, et pour ça il faut passer à travers un certain nombre d'essais cliniques, c'est ça, on peut faire les deux. Soit essayer d'augmenter l'efficacité de ce que l'on fait, et donc d'essayer d'améliorer la vie du patient ou de le guérir, et donc d'augmenter sa vie, sa survie. Ou alors de l'autre côté, pour les patients qui sont déjà guéris, essayer de mettre moins d'effets secondaires autour de ces traitements. Alors comment se passe la phase amont, la phase de développement de vos produits? Est-ce qu'il y a des phases 1, 2, 3 comme pour une biotech ou est-ce que c'est différent? Quel est le détail? Donc nous, en Europe en tout cas, on est classé comme un dispositif médical, donc on a deux phases de développement, une phase pilote et une phase pivot. La phase pilote, c'est celle que l'on vient de terminer, il y a quelques mois, et qui vise à démontrer la sécurité du produit et la faisabilité et quelques signes d'efficacité. Et après, la phase pivot, c'est celle qui permet d'enregistrer le produit, donc la dernière phase de développement clinique chez les patients. Et c'est celle qu'on a entamée il y a quelques semaines et qui devrait se terminer en 2016 pour pouvoir obtenir notre marquage CE cette même année. Alors justement, par la suite, si jamais le développement est positif, à quel horizon pour avoir une commercialisation et donc les premiers revenus pour Nanobiotics? Donc c'est notre objectif, en 2016, d'obtenir ce marquage CE. Et pour la partie revenus, qu'on ne peut évidemment pas détailler,
Mais il y a quelques études de marché qui ont été faites sur nos produits spécifiquement et qui estiment des revenus de l'ordre à 5 à 6 milliards pour nos produits. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de l'année qui se termine? Quelles ont été les grandes actualités autour de l'entreprise et qu'est-ce qu'on attend en 2015? Donc notre année a été une riche année pour le moment et elle n'est pas terminée. Donc on a pu faire un certain nombre de choses et un des points vraiment critiques que l'on a eu cette année, c'est la démonstration de la preuve du concept de notre produit en clinique, qu'on a annoncé et présenté lors de l'ASCO, qui est un grand congrès d'oncologie au mois de juin l'an dernier. On a pu aussi lever 28 millions d'euros, grâce à vous en partie, pour nous permettre d'aller jusque sur le marché en Europe, ce qui est important de pouvoir sécuriser tout le besoin financier dont on a besoin pour aller jusque sur le marché. On a aussi Pharma Engine, notre partenaire asiatique, qui s'est joint à nous pour cette phase d'enregistrement et qui va développer dans le sarcome des tissus mous, qui est notre première indication, aussi en Asie. Et on a pu avoir, il y a quelques temps, vous avez dû le voir, l'autorisation de démarrer cet essai clinique qui nous amènera sur le marché. Et on a ouvert notre première filière à Boston, ou dans la région de Boston, à Cambridge pour être plus précis, au début septembre. Est-ce qu'à terme, Nanobiotix pourrait à nouveau faire appel au marché pour financer les frais de marketing et commercialisation de vos produits? Alors aujourd'hui, tout est ouvert. On a la possibilité, parce qu'on a pu sécuriser les fonds nécessaires à aller sur le marché, d'aller vendre nous-mêmes nos produits en Europe, et ça fait partie de nos intentions. Maintenant, on va aussi s'associer probablement avec des partenaires industriels pour pouvoir déployer plus largement notre produit, comme on l'a fait en Asie, mais on va probablement, et peut-être le faire aussi en Europe. Et pour les États-Unis, dans très peu de temps, on communiquera au marché nos intentions pour ce continent. Justement, vous parliez de votre produit, ça veut dire qu'il y a un produit unique ou il y a tout un éventail, toute une famille de produits qui va se développer? Alors il y a une famille de produits, on a 3 produits en développement, mais on a notre premier produit que l'on pousse, sur lequel on met la majeure partie de nos investissements. Est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui qui sont vos grands actionnaires et est-ce qu'ils comptent rester au capital de l'entreprise sur la durée? Alors notre actionnariat a évolué depuis notre entrée en bourse en octobre 2012. Vous savez qu'on a été financé par des VC, par des investisseurs privés jusqu'avant cette entrée en bourse. Ceux qui souhaitaient partir sont sortis aujourd'hui depuis un certain temps. Ceux qui souhaitaient rester sont toujours là et vont rester pendant un moment encore, a priori. Et on a beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, donc des investisseurs particuliers qui composent aujourd'hui environ 40% de notre capital, mais aussi beaucoup d'investisseurs institutionnels européens qui nous ont rejoints, plus de 80, depuis cette dernière levée de fonds du mois de mars. Est-ce que vous considérez que l'écosystème de la biotechnologie, des medtech aujourd'hui en France est mature? Est-ce qu'il est appelé encore à connaître une forte croissance à l'avenir? Oui, je pense qu'avec la cinquantaine de sociétés cotées que l'on a en France aujourd'hui, on commence à peser lourd dans l'écosystème européen d'abord, et à très court terme, je pense qu'on va peser aussi lourd dans l'écosystème mondial de la biotech. On voit quelque chose d'intéressant arriver aujourd'hui avec ce secteur de la biotech, c'est que les sociétés maturent. Et il y a au moins une dizaine de sociétés qui sont aux portes du marché, quelques-unes qui sont déjà sur le marché, mais au moins une dizaine qui, avec des produits forts comme les nôtres, peuvent arriver très vite à être vraiment en compétition avec les sociétés aux États-Unis, enfin, j'entends en termes de valeur potentielle. Est-ce que la France se place bien dans le classement? Est-ce que c'est un domaine où l'Hexagone compte parmi les vainqueurs? Oui, les vainqueurs, on voit ça à la fin, mais on peut dire que oui, on se développe bien. On peut dire qu'en France, on a une bonne science, des capacités de développement importantes, mais il ne faut pas considérer son entreprise comme étant une entreprise à vocation française. On peut se développer ici, et c'est même un avantage certain, mais il faut le plus rapidement possible avoir une vision mondiale du développement. Et c'est pour ça qu'on est allé très vite en Asie et que l'on est en passe d'aller aussi aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vision de Nanobiotix d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires qui pourrait être généré par vos produits et quelle rentabilité on peut escompter? Alors le chiffre d'affaires, nous, on ne s'engagera pas à le donner aujourd'hui, puisque ça s'affinera au fur et à mesure du temps. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les études de marché qui ont été faites sur nos produits estiment des revenus potentiels de 5 à 6 milliards. Maintenant, la rentabilité de ce genre de produit, elle est liée au coût de fabrication et à un certain nombre de choses, mais on peut considérer que dans nos développements, on serait dans les standards classiques de cette industrie. Alors, qui sont les entreprises auxquelles vous êtes confrontés? Qui sont vos compétiteurs aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à quel stade de développement vous êtes par rapport justement à ces autres entreprises présentes sur ce créneau? Alors, sur notre créneau particulier de la nanomédecine appliquée à la radiothérapie, on a pu, parce qu'on a commencé depuis un certain temps, et déposé beaucoup de brevets sur le sujet. On peut dire aujourd'hui qu'on a une position dominante sur ce sujet. Et on n'a pas de compétition frontale sur ce que l'on fait.
ça veut dire que vous êtes en position de leader mondial. Même aux États-Unis, il n'y a pas d'entreprise comparable à Nanobiotics. Non, et je pense que c'est vraiment un des avantages que l'on a, et ce qu'on nous a déjà signalé quand on va aux États-Unis parler à un certain nombre d'investisseurs ou d'industriels pharma, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de Nanobiotics aux États-Unis. Et ça, c'est un véritable avantage compétitif, enfin aux États-Unis ou ailleurs. Et justement, est-ce que vous pensez à terme être coté aux États-Unis? Est-ce que ce serait intéressant pour vous d'aller chercher des fonds auprès d'investisseurs américains en étant coté directement à Wall Street? On peut trouver des fonds auprès d'investisseurs américains en étant coté sur Euronext, c'est pas problématique. Après, ça aller sur le Nasdaq ou d'autres places boursières, ça dépend de la stratégie future de l'entreprise. Alors justement, sa stratégie, est-ce que c'est de rester indépendant à terme ou est-ce que c'est de s'adosser à un grand groupe pharmaceutique? Je ne sais pas si l'industrie pharmaceutique est l'avenir de la nanomédecine, ça on verra un peu plus tard. L'important, c'est de garder la possibilité de le faire. Si on s'adosse un jour à un industriel ou on se fait racheter par un industriel, ce ne sera pas par défaut, comme c'est souvent le cas, mais par souhait. Et donc on pourra maximiser la valeur si on le fait. Aujourd'hui, on a la chance d'être flexible. On a toutes les options ouvertes. On peut développer nos produits, les commercialiser, faire des partenariats ou pas. Donc tout est vraiment ouvert pour nous. Alors le fait d'être présent en bourse, quels ont été les avantages et les inconvénients pour vous? Pour nous, ça a été une étape assez essentielle et on l'a fait, c'est-à-dire passer du statut privé au côté public, parce qu'on a des grandes ambitions pour cette entreprise, on veut se développer, et donc pour se développer, il faut être visible et il faut aussi pouvoir avoir accès à un certain nombre de capitaux. Et ces capitaux, quand on est privé, c'est plus difficile de les avoir que quand on est sur une place publique. Alors le fait qu'il y ait eu beaucoup d'introductions dans ce compartiment biotech récemment, d'après vous, est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une sorte de bulle dans cet univers? Alors je ne sais pas si on peut parler de bulle quand on parle de biotech ou d'industrie réelle. On peut parler de bulle quand on ne sait pas quelle serait l'applicabilité potentielle des produits et leur revenu généré potentiel. Nous, dans toute l'industrie de la biotech ou de la nanomédecine ou de la pharma, on développe des produits réels, avec de la propriété industrielle, avec un véritable avantage compétitif et avec un marché qui existe. Quand on développe des produits de santé, c'est pour soigner des patients ou les diagnostiquer. Et on sait que ce marché existe. Donc, si des fois il y a des fluctuations à la hausse ou à la baisse des cours de bourse sur les cours de biotech, c'est difficile de parler de bulle tant qu'on développe des produits réels. Alors pour un particulier, c'est quand même très difficile de valoriser une entreprise comme la vôtre. Est-ce que le prix aujourd'hui de Nanobiotics en bourse vous semble raisonnable? Enfin, comment on peut apprécier la valeur d'une entreprise comme ça? Bon, tout d'abord, je ne m'engagerai pas à commenter notre cours de bourse. On considère qu'on a eu une bonne évolution de ce cours de bourse depuis le début de l'année. On fait partie du top 5 des croissances, toutes actions confondues sur toute la place parisienne. Donc pour nous, on est relativement contents. Ça nous a permis de lever des fonds au mois de mars avec de bonnes conditions et d'avoir suffisamment pour aller jusqu'au marché. Maintenant, la valeur intrinsèque d'une entreprise en euros, c'est assez complexe à déterminer, mais il y a beaucoup d'analystes qui le font. En revanche, pour avoir une idée, si vous voulez comparer les choses, il faut vraiment regarder le rationnel et les fondamentaux d'une entreprise. Quelle est la propriété industrielle? Quels sont les hommes qui sont derrière? Comment est-ce que c'est développé? Comment est-ce qu'on respecte nos délais, notre timeline? Qu'est-ce qui est fait pour faire avancer? Quelle est la taille du marché? À quoi le produit va servir? Ça, c'est vraiment un élément clé. Qui est-ce qu'on cherche à soigner avec ce produit? Quelle sera la taille du marché? Si on met tout ça en place, même si on n'a pas un équivalent euro au final, ça permet de comparer une entreprise par rapport à une autre et de voir quelle est la valeur potentielle que l'on peut en tirer. Aujourd'hui, juste pour bien avoir une idée précise, Nanobiotics compte combien de salariés et vous dépensez quelle somme d'argent par an en innovation, en R&D? Alors évidemment, les coûts de R&D chez nous sont quasiment la quasi-totalité de nos dépenses. On investit beaucoup dedans. On a aujourd'hui 46 employés chez nous. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État via différentes formules? Oui, bien sûr. Depuis le début même de la création de cette société, Oseo avant et maintenant BPI nous soutient à travers un certain nombre de programmes et nous a bien aidés sur beaucoup de développement. Et aussi le crédit d'impôt recherche est un outil qui est très fort en France, qui n'existe pas ailleurs et qui aide vraiment les entreprises à se développer. Est-ce que vous craignez justement qu'il y ait un resserrement des crédits publics du fait de la crise de la dette? Ouais, je pense que tous ces outils sont toujours en place. Ils ne coûtent pas très cher dans l'absolu à l'État, mais dans le développement de nos entreprises de taille moyenne, ils sont très utiles. Donc le retour sur investissement pour un montant relativement réduit est assez fort pour l'État. Donc on n'anticipe pas a priori, mais ça, ce n'est pas de notre fait, de changement de ce côté-là. Très bien. On va prendre des questions s'il y en a dans la salle. Merci.
Je voudrais savoir au niveau de la fixation de la particule nano d'hafnium sur la cellule cancéreuse, qu'est-ce qui fait que ce facteur va se fixer sur la cellule et non pas sur une cellule saine? Bon, c'est une question hyper précise. Donc, notre premier produit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un produit qui permet d'absorber l'énergie de la radiothérapie et de le délivrer beaucoup plus efficacement dans la tumeur. Et c'est comme ça qu'on amplifie son efficacité d'un point de vue purement physique. Et l'objectif étant de détruire plus efficacement la tumeur sans créer de dommages collatéraux, de dommages supplémentaires dans les tissus sains qui sont autour. Donc pour répondre à votre question directement, ces particules d'hafnium, qui sont le cœur de notre produit, qui font une trentaine de nanomètres, pour qu'elles se collent à la cellule, on a ajouté à la surface des polymères négatifs, un peu comme une bande de velcro. Et lorsqu'on injecte ce produit dans la tumeur, ces particules vont se coller à la membrane de la cellule et rentrer dans la cellule. Et on injecte dans cette tumeur un volume qui est toujours inférieur au volume de la tumeur. Donc ce qui permet au produit de diffuser, de se coller et de rentrer dans les cellules. D'autres questions? Au niveau, donc, si vous arrivez à terme de vos recherches, est-ce que vous êtes capable à l'heure actuelle de fabriquer, d'isoler ces nanoparticules d'hafnium en grosse quantité? Alors ça fait vraiment partie de ce qu'on fait aujourd'hui, la fabrication de ce produit, comme dans n'importe quel produit de santé. Si on veut pouvoir l'amener en essai clinique chez des patients et le développer par la suite, il faut être capable de le fabriquer et le fabriquer de façon reproductible. Donc on fabrique des batchs de nos produits, dits GMP, pour pouvoir justement faire tout ça. Maintenant, on a lancé aussi de nouvelles campagnes sur tout l'aspect industrialisation lié autour de notre produit. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci.